suis ravi, euh, au nom de l'ARS Île-de-France, et nous sommes trois modérateurs. On va s'exprimer les uns les autres pour faire l'ouverture de ce 27e webinaire en chirurgie en Île-de-France, consacré finalement à la transition écologique dans les blocs opératoires. La participation à ce webinaire, participation importante, témoigne de l'intérêt des uns et des autres. Et nous avons la chance d'avoir des experts du sujet. Donc, il est certain que nous allons tous beaucoup progresser. Juste pour faire un microscopique historique disons, l'engagement de l'ARS Île-de-France dans cette thématique, en fait, en 2020, et comme beaucoup de projets en 2020, on avait cette perspective de réfléchir sur comment contribuer au niveau de l'Île-de-France à accompagner finalement les établissements pour toute démarche qui avançait dans la transition écologique dans les blocs opératoires. On parle de chirurgie. À cette époque-là, j'étais référent chirurgie de l'ARS Île-de-France. Et finalement, le Covid nous a bloqués sur place, de telle sorte qu'en 2022, on a réavancé avec deux axes prioritaires. Le premier axe a été de faire un appel à projet qui a été finalement mis en œuvre en 2023 sur l'accompagnement des établissements pour une transition écologique dans les blocs opératoires. Et là, l'intérêt est apparu immédiatement, puisque 41 établissements, et il y a 150 établissements qui font de la chirurgie en Ile-de-France, donc vous voyez un peu un tiers des établissements pratiquement, ont répondu à cet appel d'offres, et 11 établissements ont pu être soutenus. 11 établissements ont pu être soutenus pour développer leurs pratiques avec différents types d'accompagnement. Ça, c'était la première action de la RS Île-de-France. La deuxième action de la RS Île-de-France a été de soutenir l'APHP, l'APHP qui, dans le cadre de contrats entre l'ARS et la PHP, s'engage pour mettre en œuvre des projets innovants, de faire l'évaluation des projets innovants et en fait, euh, dans vue d'un développement plus large. Et donc, ce sera présenté les actions qui ont été proposées par la PHP sous la forme de 10 actions éco-responsables dans le bloc opératoire. Nous sommes en 2024 et en 2024, on avait déjà un projet ambitieux pour 2024 qui était double. La première partie, c'était de refaire un appel à projet pour tous ces établissements qui voulaient s'engager. Et donc, ce sera le cas en 2024. Ça a été prévu sur le plan budgétaire. Et le deuxième point, c'était et si on créait un label Green Block ou bloc éco-responsable. Et, euh, et donc, ce n'est pas si simple que cela, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on s'est dit que c'était peut-être à l'occasion de webinaire, de votre webinaire, de ce webinaire, qu'on allait pouvoir avancer dans cette réflexion. Et donc, l'idée était la suivante, présenter les 10 actions éco-responsables réalisées par l'APHP, et ce sera donc Mathias Didier qui présentera ces 10 actions éco-responsables. Ensuite, écouter finalement l'expérience de plusieurs établissements qui se sont engagés dans cette direction, c'est-à-dire la transition écologique. Et vous verrez, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils vont vous présenter. Et enfin, bénéficier de l'expertise du professeur Pessot, qui est référent national dans cette dimension. Et peut-être à la suite de ce webinaire, et j'en suis certain, à vrai dire, nous pourrons revenir vers vous pour faire un appel à manifestation d'intérêt pour un label Green Block ou Bloc éco-responsable. C'est un peu voilà, le cadre général et l'objet de ce travail. Et donc, vous avez bien compris que c'est finalement aujourd'hui une réunion de travail qu'on fait avec vous. Sur le plan technique, les questions devront être faites sous la forme de QR. En bas de votre écran, il y a marqué QR. Donc, vous posez vos questions. Les modérateurs qui sont Hamza Lavdili et Dorothée Hénin, euh, nous, on aura pour objet de récupérer ces questions et puis les distribuer aux intervenants à la fin de la session. Donc, profitez bien de cet outil et je passe la parole à Hamza Lavdili.
Et merci beaucoup Henri-Jean et merci à tous tout d'abord d'être présents, de répondre à cet appel de participation à ce webinaire. Donc, je suis Hamza Labdili, responsable département plateau médico-technique à l'ARS. Donc, je rejoins l'agence il y a maintenant 4 mois et j'ai découvert un peu cette dynamique qu'a lancé le professeur Philippe à ce sujet. Et donc, ma priorité, ou plutôt mon travail, c'est de garder cette dynamique-là, de la soutenir et de faire en sorte que tous les leviers soient tous levés et pour orienter les travaux nécessaires dans cet aspect-là. Et puis, sans trop tarder, je remercie d'ores et déjà nos intervenants et toutes les personnes qui ont pu se connecter à ce webinaire. Et je passe la parole à ma collègue Dorothée. Merci. Eh bien, bonjour et merci à toutes et tous. Je suis ravie, donc moi, en tant que référente investissement développement durable, d'animer ce webinaire avec mes collègues. Et je suis particulièrement contente de constater que le sujet de la transition écologique dans les blocs opératoires intéresse le plus grand nombre. En témoigne le nombre de participants aujourd'hui. Juste quelques mots d'introduction rapide pour dire que l'ARS a inscrit le développement durable dans ses priorités régionales et s'organise pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la transformation écologique du système de santé en Île-de-France en relais des politiques nationales. Comme vous le savez, la transition écologique dans les blocs opératoires constitue un levier puissant de décarbonation des activités de santé et elle touche différentes thématiques, soins éco-responsables, achats durables, énergie, et sans oublier les enjeux de préservation de ressources, notamment en eau, des écosystèmes, de la santé environnementale avec la qualité de l'air intérieur et la qualité de vie aussi au travail sur le plan social. Donc, cette transformation nécessite dès lors la mobilisation de différents corps de métier que nous avons la chance de voir représentés aujourd'hui pour plusieurs d'entre eux. Et même si le sujet est complexe, puisqu'il concerne un milieu voilà, de haute technicité avec un niveau d'exigence particulièrement important, vous êtes nombreux à avoir mis en place des initiatives vertueuses. Et nous remercions vivement les intervenants qui ont accepté de les partager aujourd'hui pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc, nous allons le voir, les approches sont différentes, des freins existent, mais un premier socle de bonnes pratiques consensuelles et relativement facile à mettre en œuvre se dessine. Donc, sans plus attendre, laissons-leur la parole. J'ai le plaisir d'annoncer la première intervention en la personne de Mathias Didier, donc directeur de projet développement durable au département transformation écologique et santé environnementale à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, que je remercie particulièrement et qui va nous présenter donc le précieux guide 10 actions éco-responsables au bloc opératoire mis en place au sein de la PHP pour aider les professionnels dans leur démarche de développement durable au bloc opératoire. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette introduction. Alors, je suis un peu l'apéritif, hein, on mesure souvent mon repas à l'apéritif, alors j'espère de pas trop vous décevoir. Plutôt que de vous dérouler, alors je vais essayer de le lancer, mais ça met un petit peu de temps. Plutôt que de vous dérouler les 10 actions, je pensais intéressant de rappeler le contexte dans lequel on s'est inscrit. Dans notre travail mené en collaboration avec la RSI de France, qui avait plusieurs objectifs qui a permis d'aboutir finalement à ce guide. On va le voir qui est globalement tout sauf exhaustif et il peut même parfois apparaître un peu daté sur certaines actions qui sont aujourd'hui largement partagées, largement mises en œuvre, mais ce sera sans doute l'occasion ensuite d'en discuter. Finalement, pourquoi on s'était lancé dans cette dynamique, c'est que à la fois côté commission développement durable de la CME, hein, parce qu'on a la chance d'avoir ça à la PHP, que directement au sein des agents et des blocs opératoires, il y avait une volonté de l'ensemble des personnes de mieux cerner, de mieux comprendre ce qui s'y passait, d'avoir une sorte d'état des lieux, d'où finalement ce questionnaire, et qui a coïncidé avec la volonté de l'ARF justement de valoriser des actions de transition écologique. Hein, c'est ce qui a été présenté dans l'introduction. Donc finalement, les deux volontés ont convergé vers ce questionnaire. Hein, c'était vraiment la première étape qui a été d'abord administrée en ligne avec plus ou moins de succès. Et on voit bien l'intérêt du coup de compléter ces éléments par une administration téléphonique. Donc évidemment, donc il y aurait l'intervention de l'hôpital Trousseau appartient Sonia de la Porte-Cerceau qui a administré ce questionnaire, Marie Bruyère, Samuel Vincent,
Benjamin Roussement, voilà un ensemble et la DST bien sûr, qui ont permis d'administrer ce questionnaire avec la volonté de répondre et de rendre plus facile finalement la mise en œuvre interne des projets. Hein, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui se passe dans nos sites, comment on peut faciliter leur massification, parce qu'évidemment, ces actions, elles ne sont pas en place dans l'ensemble des blocs de la PHP. Et puis, l'idée, c'était ensuite de les valoriser, hein, de les rendre plus accessibles et plus connus. Alors, au niveau global, on avait 21 sites qui ont répondu, ce qui est plutôt important, avec une répartition, et ça, c'est aussi intéressant, homogène entre les répondants. On a eu plusieurs fonctions professionnelles qui ont répondu, donc des ambassadeurs développement durable, des cadres de soins, des anesthésistes, des chirurgiens, etc. Ce qui a permis d'avoir quand même un niveau de réponse assez intéressant, et une profondeur en tout cas, dans la réponse qui ont été apportées aux différents questionnaires administrés. Sur les thématiques traitées, c'est là qu'il y a en effet, j'y reviendrai, mais sans doute une première limite, c'est que quand on a commencé à construire le questionnaire 2021-2022, il y avait quand même une approche, on voit aujourd'hui dans les stratégies de décarbonation, que la partie déchets est sans doute celle qui émet le moins de CO2, donc finalement sur laquelle il y a le moins à agir, même si ça reste une priorité, mais où finalement on peut partir sur d'autres approches, je pense notamment aux éco-soins. Et donc il y avait quand même une proportion importante des questions qui concernaient les déchets. Et les réponses nous ont permis d'aboutir finalement à un découpage, hein, que vous voyez à l'écran, 3 actions autour du soin, 2 actions autour de l'énergie, 5 actions autour des déchets. Et l'idée, c'était de se dire comment finalement on va pouvoir structurer et donner envie aux différents sites de la PHP, parce qu'au départ, c'était un peu la mission qu'on avait, comment le rendre plus facile d'accès. Donc vous voyez, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir téléchargé, nombreux à l'avoir parcouru, donc avec une structuration qui permettait, à partir du contexte, d'expliquer les intérêts, évidemment, comment faire pour mettre l'action, les impacts positifs. Et puis, nous, ce qui nous semblait important, et c'est souvent une difficulté qu'on a sur ce type d'action, c'est de prendre contact avec les personnes qui l'auraient déjà mis en œuvre, qui auraient réussi à lever les freins, parce que c'est ce qu'a dit Dorothée, il y a quand même un certain nombre de freins sur ces actions. Donc, l'idée, c'était vraiment de faciliter aussi la mise en relation. Hein, donc, l'idée, c'était de mettre les contacts directement des personnes qui, eux, avaient déjà mis en œuvre ces actions pour faciliter leur mise en œuvre par les autres sites. Donc là, vous avez à gauche le découpage des 10 actions. L'idée, c'est vraiment pas de faire une liste à la Prévert. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, ces actions, d'aller les voir présenter dans les différentes interventions après. Donc, je vais pas forcément revenir dessus. Je vous renverrai plutôt vers le guide. Mais vraiment, on avait ce leitmotiv. Rendre plus facile la mise en place d'actions. Donc, faciliter l'intermédiation, la compréhension, l'appropriation de la thématique en disant finalement les intérêts économiques, les intérêts environnementaux, tout ça converge vers la possibilité de le mettre en œuvre. L'idée, c'était ce que j'ai déjà dit, mais qu'il y ait au moins un site de la PHP qui l'ait mis en œuvre, parce que l'idée, c'était absolument pas de dire finalement on va phosphorer ou proposer des actions mises en œuvre ailleurs, mais qui auraient pu rencontrer des freins à la PHP, qui auraient empêché leur mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire c'est possible sur un site, donc potentiellement, nonobstant tous les autres freins techniques, géographiques ou de marché, le mettre en place sur l'ensemble des sites de la paix. Et vraiment, un autre disclaimer qui me semble important, surtout au vu de la qualité des autres intervenants, c'est un guide qui est tout sauf exhaustif et qui, comme je le disais en introduction, a été fait à une époque où finalement, typiquement, la première partie, l'adaptation de la consommation de gaz halogéné, était encore sur des phases où finalement, on communiquait beaucoup tous dans les établissements de santé sur le sujet. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est un combat d'arrière-garde, mais de nombreux établissements, de nombreuses instances ont recommandé globalement la substitution du desflurane ou l'arrêt du prolo. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui aujourd'hui sont largement intégrés et qui à l'époque nous nécessitaient une communication interne pour faciliter leur substitution ou disparition. Et donc finalement, ça a donné ces 10 actions à deux catégories. Hein. C'était vraiment l'intérêt, c'est de dire globalement des actions un peu déjà connues, pas faciles à mettre en œuvre parce que rien n'est facile, mais qui du moins s'appuient sur un certain socle. Donc il y avait les gaz halogénés, hein, ce que je disais, la suppression, la substitution, l'optimisation globalement des débits. La communication autour de la consommation d'énergie, alors on a été entre guillemets aidé par l'augmentation du prix de l'énergie qui a facilité la prise en compte par les sites de la nécessité d'adopter des logiques de sobriété. Mais évidemment, c'est des choses qui commençaient à être connues, surtout au bloc opératoire, qui est quand même un grand pourvoyeur de consommation d'énergie. Le tri du métal, qui, c'est pareil, s'appuyait sur des expérimentations, donc je pense au petit doudou, mais je pense aussi à des logiques internes aussi qui permettent de travailler avec des ferrailleurs en circuit court.
qui commençaient déjà à se déployer et qui pouvaient s'appuyer, encore une fois, sur des process internes assez bien établis, que ce soit des recommandations de nos équipes d'hygiène opérationnelle, que ce soit des process de décontamination, des conventions passées avec des acteurs extérieurs, etc. Ou limiter la consommation de bouteilles d'eau en plastique, qui a été une action qui a été aussi favorisée par la réglementation sur la distribution de bouteilles d'eau en plastique. Dans les lieux accueillants du public, voilà, la suppression dans les certains selfs, forcément il y a eu une poussée entre guillemets pour travailler là-dessus, le référencement et donc forcément une action directe assez efficace sur la consommation des bouteilles d'eau dans les services. Et puis en face de ça, il y a des choses beaucoup plus complexes qui sont mises en place. Je crois que Curie pourra en parler notamment, mais sur le recyclage et la récupération des gaz anesthésiques, qui est un sujet qui, même s'il est mis en place sur un ou deux sites, c'est assez complexe. Ça reste conditionné finalement, comme le passage en mode veille des centrales de traitement d'air, à une logistique particulière, une capacité à travailler du coup avec de nouveaux acteurs et notamment l'ensemble des parties prenantes de l'hôpital, donc c'est pas toujours évident. Réduire l'utilisation des dispositifs médicaux à état unique, alors évidemment, c'est une volonté de tous. Il y a besoin aujourd'hui de disposer d'outils, je pourrais en parler juste après, mais ça veut un peu tout et rien dire. Il y a énormément de DM à travailler, donc c'est toujours au cas par cas qu'il faut travailler ces sujets, donc disposer notamment de la capacité à mesurer l'intérêt de substituer l'un par l'autre, ou trouver des substitutions réalistes et possibles. Et c'est pareil sur la consolidation de l'utilisation des trous sur mesure au bloc opératoire, en fonction des spécialités, en fonction des établissements, en fonction de la capacité des unités de ST. Voilà, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Donc, je parle d'actions plus complexes parce qu'elles s'appuient du coup sur une difficulté de mise en œuvre un peu plus importante que celle que vous pouvez trouver sur la gauche. Les limites de la mise en œuvre de ces actions, je pense que c'est important. On est aussi là pour discuter de pourquoi des fois c'est pas si simple. Jean-Philippe l'a dit, à la base ça semble simple dans l'esprit, c'est difficile à mettre en œuvre en réalité, mais c'est quand même pareil sur ces outils. Je pense qu'il y a deux grandes catégories. Il y a une volonté institutionnelle. Quand je dis volonté institutionnelle, c'est l'ensemble des acteurs. C'est le petit 1, c'est disposer d'un consensus sur l'intérêt de la démarche à travers la société savante. Je pense que ça sera abordé, mais c'est hyper important forcément que ça passe par les professionnels de santé. Que ce soit eux, l'exemple de l'ASFAR, je trouve, est assez éloquent, que ce soit eux qui finalement soient le levier, parce que du coup, ils transforment leur pratique, ils s'appuient sur des publications scientifiques, sur une rigueur, une pertinence dans du coup la capacité à garantir aussi la sécurité du patient. Et donc ça, c'est forcément un élément très très aidant. Je vais prendre typiquement un exemple très simple. Il y a une recommandation sur la réduction des lasseries. C'est sûr que quand on travaille avec les équipes d'hygiène hospitalière qui définissent des logiques de recommandation, et notamment c'est le cas de la PHP, c'est plus facile de pouvoir le mettre en œuvre derrière. Pareil sur la réduction des gaz halogénés ou autres. Inscrire ces démarches dans un cadre commun, c'est qu'évidemment, c'est toujours intéressant d'aller voir des expérimentations, des actions menées à un petit niveau, mais dès qu'on passe à une échelle de massification, il faut aussi s'appuyer sur des instances. Typiquement, pareil, la réduction des gaz halogénés, ça passe par une instance qui s'appelle la COMEDIMS ou le CODIMS, qui permettent du coup d'établir des recommandations institutionnelles, donc des éléments de communication, des éléments validés par l'ensemble des acteurs et qui permettent du coup de déployer beaucoup plus facilement. Et puis, évidemment, donner les moyens internes, c'est très souvent quand même, en tout cas à la PHP, on doit s'appuyer sur des logiques d'achat centralisées, donc de disposer de la capacité de faire appel à ces prestataires, à ce matériel, à travers des achats centralisés. Je pense notamment à Nopic Achat ou la GEPS, le centre d'achat hospitalière. Pour accompagner évidemment la mise en œuvre d'action, c'est mieux de savoir de quoi on parle. C'est toujours un peu la même chose. Donc il y a des logiques d'appropriation qui semblent nécessaires finalement pour donner aussi envie aux acteurs de s'engager dans des logiques de transformation. On a besoin d'outils de formation. Quand je parle d'outils adaptés, c'est évidemment des outils quantitatifs, qualitatifs, mais aussi une capacité à sensibiliser et accompagner. Nous, typiquement, à la PHP, on utilise un outil qui s'appelle Planisphère. Aujourd'hui, on est à presque 2000 personnes formées, 170 sessions. Et on considère que c'est très souvent un prérequis indispensable qui permet aussi de structurer une approche collective, une envie, une volonté en tout cas des services, des green teams de s'engager sur le sujet, parce qu'ils ont tous compris collectivement les enjeux et ont réussi à se les approprier. Quand on parle typiquement de substituer un produit à usage unique par du réutilisable, on a besoin de s'appuyer sur des outils de mesure, des ACV, des bilans carbone, services, parcours, actes, enfin un certain nombre d'outils. Typiquement, nous aujourd'hui, on s'appuie sur un outil qui s'appelle Carbone. Je dirais peut-être un mot si j'ai le temps. Et puis, du temps humain.
Une fois qu'on est formé, une fois qu'on a des outils, il faut aussi du temps pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup à la PHP et les blocs qui sont engagés sur des projets d'engagement collectif, hein, donc, qui permet aussi d'avoir une attribution financière, de trouver une logique de gagnant-gagnant, ou les moyens adaptés, humains adaptés. Je pense notamment au CTES, les conseillers en transition énergétique et écologique en santé, qui sont des leviers très puissants dans nos établissements sur ce type de sujet. Euh, Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi, une petite intervention extérieure. Aucun souci, t'inquiète pas. Et la suite dans tout ça, c'est que finalement, ce guide, ces 10 actions éco-responsables au bloc opératoire, ça a été un pied d'appui pour lancer des groupes de travail internes parce que finalement, administrer ce questionnaire, aller interroger les sites, ça nous permet d'identifier des personnes ressources sur les différents sites, à tous les niveaux. Et que cette logique finalement de définir 10 actions, qui est assez intéressante en termes de priorisation, c'est aussi un appui pour nous dans le cadre de ces groupes de travail. Donc c'est sûr que quand on va travailler sur des groupes de travail, réanimation, biologie, rythmologie, endoscopie, etc., on reproduit un peu cette méthodologie, se dire finalement quelles sont les 10 actions prioritaires, même si après on doit éventuellement réduire à un peu moins. Mais en tout cas, on a trouvé que cette logique, et d'ailleurs cette logique de questionnaire va sans doute être reproduite d'ailleurs sur les autres aspects. Comme je vous le disais, ça permet aussi de capitaliser sur certaines actions, des choses qu'on avait menées en parallèle, typiquement un outil carbone qui permet de mesurer l'empreinte carbone d'un médicament, d'un dispositif médical, d'un acte, potentiellement d'un parcours ou d'un service. Et ben, ça nous a permis de travailler, hein, je pense, quand on parle de substitution, l'exemple du plateau à Badigeon, il a été fait avec cet outil-là. Et ça permet du coup de s'appuyer sur des outils internes ou des plans de sobriété énergétique qui se sont construits en parallèle et sur lesquels on peut capitaliser, notamment, il y a eu l'action, il y a un plan de sobriété global à PHP et notamment au sein des groupes hospitaliers qui permet du coup de s'appuyer sur cette logique-là. Ensuite, l'objectif à long terme, on a largement aussi parlé avec l'ARS en amont, mais l'idée c'est en effet potentiellement la difficulté d'évaluer l'évolution de certaines pratiques, l'optimisation des bacs opératoires, qu'est-ce qui dépend de cette approche développement durable, qu'est-ce qui dépend d'une approche plus globale, on va mesurer un avant, un après. Nous, on a fait le choix de valoriser plutôt que de comparer, plutôt que d'être sur des logiques de benchmark en se disant qu'est-ce qui a progressé en termes de pourcentage, parce que je disais ce qui semble très difficile aujourd'hui à évaluer. C'est plutôt de mettre en avant ce qui est réussi pour encourager les autres acteurs à se positionner sur ces thématiques. En aucun cas, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une sorte de course à l'échalote. L'idée, c'est toujours de rester sur une démarche plutôt réaliste, plutôt pertinente, plutôt efficace. Et plutôt que de vouloir absolument avoir des indicateurs positifs, d'avancer pas à pas, mais plutôt d'être sûr que globalement, les quelques actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre, elles sont faites avec pertinence. J'ai essayé d'être rapide, je m'excuse si j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup. C'est tout pour Merci moi. beaucoup, Monsieur Didier. Je sais pas, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que c'est sans tarder, Henri-Jean, on passe la Ouais, parole à ouais. Monsieur Olivier Hems, Oui, très qui est bien. directeur des achats de la logistique du Centre hospitalier d'Argenteuil. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter une action qui a été donc menée au centre hospitalier d'Argenteuil sur la gestion des fluides et gaz médicaux au bloc opératoire. Alors, j'aurais dû être accompagné de la cadre de santé d'anesthésie, mais qui ne peut pas être présente ce soir, et donc je ferai de mon mieux pour répondre aux éventuelles questions. Diapositive suivante. Alors, je voudrais en préambule vous présenter l'établissement pour vous situer donc l'hôpital d'Argenteuil, qui est un établissement support du GHT Sud-Val d'Oise Nord-Hauts-de-Seine, qui rassemble un bassin de vie donc d'1 million d'habitants, et le GHT comprend donc 5 établissements. Je vous ai mis les noms, je ne vais pas développer. L'hôpital d'Argenteuil en quelques chiffres, hein, c'est un centre hospitalier général. Pour le situer, donc son budget de l'ordre d'exploitation est de l'ordre de 300 millions d'euros par an, pardon, avec 2650 ETP médicaux, non médicaux, et un rôle de recours dans certaines spécialités, niveau 3 pour la maternité et la cardiologie, et c'est la seule offre publique de radiothérapie du Val d'Oise et d'hématologie pour le sud du Val d'Oise. Diapositive suivante.
C'est sur le plan du développement durable. C'est un établissement qui est engagé sur le sujet depuis maintenant plus de 15 ans, plus exactement à partir de 2010, qui a réalisé 4 bilans carbone, le dernier donc datant de 2022, qui a structuré et institutionnalisé sa démarche, notamment avec un comité de pilotage, un membre de l'équipe de direction qui a été nommé référent développement durable, avec une lettre de mission qui détaille, les attendus du poste, une politique de développement durable formalisée, présentée, validée par les instances, et un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis régulièrement et qui nous permettent de mesurer le résultat de certaines actions. Bon, alors, je vais en venir à présent donc au bloc opératoire. Le constat que nous avons fait, quand je dis nous, c'est l'institution, hein, notamment lorsqu'a été réalisé le dernier bilan carbone, c'est que la politique de développement durable de l'établissement et les principales actions, elles étaient principalement centrées sur la logistique et la technique. C'est-à-dire l'achat éco-responsable, maîtriser les consommations énergétiques, les déchets, favoriser le recyclage, l'alternative à l'incinération, développer la mobilité douce, lutter contre le gaspillage alimentaire. Là, je vous cite les principaux thèmes. Et on s'est rendu compte, notamment au fil des différents bilans carbone, que les 2 tiers de nos émissions de CO2, c'était les produits de santé. Et comme dans nos différentes actions, il y avait très peu de choses pour réduire l'impact carbone de nos produits de santé. Bon, vous allez me dire, l'achat éco-responsable y participe, mais à partir du moment où 90% de nos médicaments et dispositifs médicaux sont importés hors d'Europe, pour l'instant, c'est difficile d'agir. Primo, et deuxièmement, le ministère de la Santé donc, a lancé l'année dernière sa feuille de route sur la planification écologique du système de santé, et il y avait dedans un volet transformer et accompagner les pratiques vers les soins éco-responsables. Donc, on s'est saisi de ce constat et de cette feuille de route donc, pour travailler sur les éco-soins. Et une de nos premières actions a été sur la gestion des fluides, des gaz médicaux au bloc opératoire. Alors, cette première action, je pense qu'elle n'aurait pas eu lieu sans le fait que la cadre de santé d'anesthésie avait fait son mémoire de master sur le développement durable au bloc opératoire, qui lui a permis, d'une part, d'avoir des connaissances solides et en quelque sorte de jouer le rôle d'ambassadeur, plus précisément d'ambassadrice. Et en particulier de documenter les professionnels et l'ensemble de l'institution sur ce qu'on appelle le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz. Je vous les ai indiqués dans la diapositive. Le chiffre le plus intéressant, c'est le dernier, c'est le méthane, qui est considéré comme un des gaz les plus polluants dans l'agriculture. Le potentiel de réchauffement planétaire du méthane, c'est 86. Et quand on regarde le potentiel de réchauffement planétaire des gaz médicaux, on voit que c'est beaucoup plus élevé. Et c'est ainsi qu'est née donc l'idée d'une action sur ce sujet. Ont contribué à notre volonté le fait qu'il y a eu des publications et des recommandations des sociétés savantes, notamment la SFAR, qui a recommandé donc d'éviter l'anesthésie inhalée pour ne pas disperser des gaz dans l'atmosphère. Et il y a eu un certain nombre de retours d'expérience de nombreux établissements dans ce domaine qui ont été concluantes, et on s'est dit, on tente ainsi, on saute le pas et on tente le pari.
Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Alors, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées. Euh, je vous les cite. Je vous ai mis également des indicateurs pour permettre de mesurer leur impact. La première et la plus radicale, c'était l'arrêt de l'alimentation au bloc pour le protoxyde d'azote, hein, 2022, et avec l'utilisation en substitut donc, du méopa. La diminution assez sensible du disflurane, alors peut-être revenir sur la diapositive précédente pour voir le potentiel de réchauffement climatique du disflurane, mais c'est le gaz qui a le plus fort, qui a le plus fort impact. Donc une diminution de plus de 40%. Mise à l'essai d'une solution que certains connaissent sûrement, c'est le contrafluorant pour capturer et recycler les agents anesthésistes volatiles. Et puis l'utilisation en mode circuit fermé des respirateurs d'anesthésie, là aussi pour réduire, il y a une faute d'orthographe, les agents anesthésiques volatiles. Le bilan que l'on peut faire à date, parmi les points positifs, particulièrement positifs, c'est qu'il y a eu, je veux dire, une adhésion, voire un engouement des professionnels concernés, notamment des plus jeunes. Ensuite, bon, c'était des actions qui étaient relativement faciles à mettre en œuvre parce que ça ne mobilisait pas des ressources supplémentaires exorbitantes. Enfin, les enjeux financiers, hein, n'étaient pas importants. Par contre, je voudrais insister sur les points qui sont les points limitants et je serais intéressé. J'ai entendu que par Madame Hénin, donc que l'ARS a accompagné les politiques de développement durable. Parmi moi, les points qui me semblent aujourd'hui limitants, il y a la contrainte économique. Notamment, si on veut aller plus loin et introduire de nouveaux dispositifs, je pense notamment au contrafluent. On l'a installé dans une seule salle. Il faudrait qu'on en installe 12 dispositifs supplémentaires. Donc, on a un taux d'équipement qui est aujourd'hui qui est bas, hein. Une salle sur 13, c'est pas suffisant. Bon, il y a il y a l'enjeu économique, hein. C'est un surcoût annuel de 30 000 euros. L'établissement, comme beaucoup d'établissements franciliens, est en déficit. Il est difficile d'engager des dépenses pérennes, nouvelles, supplémentaires. Euh, Idem, hein, sur le parc de ventilateurs, nous avons seulement 4 sur 45 qui disposent du mode ENOC, hein, qui permet également d'éviter la dispersion des gaz volatiles. Voilà le bilan que je voulais partager avec vous. J'espère que cette présentation aura pu vous éclairer. Écoutez, merci, Monsieur Hems. C'était très intéressant parce qu'en effet, c'est un des sujets euh, qui est discuté, un sujet de réflexion par beaucoup d'établissements. Alors, les recommandations de l'ASFAR recommandent d'arrêter d'utiliser des gaz inhalés. Et là, c'est intéressant parce que vous avez proposé deux alternatives avec les contraintes, notamment les contraintes budgétaires. On peut penser quand même que petit à petit, les respirateurs dans le temps vont évoluer vers ces systèmes à circuit fermé, peut-être. On peut espérer que ça une transformation liée à ce besoin des uns et des autres. Et la question du contrat fluorant est un sujet aussi intéressant. Vous avez raison qu'il y a une dimension économique maintenant dans les travaux des uns des autres. Mais voilà, ça reste une priorité. Et quand on voit un peu ce qui a été exposé tout à l'heure par Monsieur Didier également. Donc, je vous remercie. Euh, aux personnes qui écoutent, n'hésitez pas à poser des questions dans Q et R à chacun des intervenants. En tout cas, merci Monsieur Trublot, c'était très enrichissant, très intéressant. Et donc, je vais passer Merci. la parole à Madame Trublet,
qui est cadre IBOD à l'hôpital Trousseau, donc service de chirurgie pédiatrique. Il travaille avec le docteur Sonia Cerceau, qui est médecin anesthésiste et qui, bon, comme vous le connaissez, qui a un rôle extrêmement important au niveau de la paix dans cette direction, dans cette composante développement durable. Et on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Bonsoir. Alors effectivement, je travaille avec le docteur de la Porte-Cerceau, mais qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle est à un congrès. Donc voilà, elle m'a chargée de prendre sa place. Et voilà, donc je vais vous montrer ce qui a déjà été mis en place à Trousseau. Je voulais commencer par le niveau institutionnel parce qu'en fait, bon, on est là pour parler des blocs opératoires, mais quand on est aidé par tout un entourage sur un GH, ça aide quand même pas mal. Donc, par exemple, au niveau du GH Sorbonne Université, sur le thème de la mobilité, il y a des installations d'abris à vélo qui ont été mis en place, plus le forfait mobilité qui aide déjà voilà, à réduire un petit peu tout ce qui va être pollution au moins atmosphérique. Au niveau de l'alimentation, le GH a aussi mis en place des repas végétariens et des distributions de contenants en verre pour diminuer justement tout ce qui est boîtes plastiques et emballages supplémentaires. Et il y a une étude du gaspillage alimentaire qui a été faite par une start-up. Au niveau de l'énergie, il y a l'isolation des bâtiments qui est en cours de réflexion ou en tout cas en cours de réflexion. Et au niveau de toute la partie extérieure, pour les jardins de Trousseau, c'est politique zéro pesticide. Donc, toutes les actions de désherbage sont faites de façon manuelle avec une petite griffe. Pour les plantations de fleurs, c'est vraiment en respect des saisons de plantation et de floraison. Et il y a aussi ces fameuses boîtes qu'on voit fleurir maintenant un petit peu partout de récupération des mégots dans l'esprit d'hôpital sans tabac. Donc, comment s'est mise en place la transition écologique dans les blocs opératoires de l'hôpital Trousseau? Donc, ça a commencé en 2019 avec une réflexion au sein des blocs opératoires. Ça a été dit au tout début par un des intervenants. Donc, il y a eu un audit sur les pratiques éco-responsables, qu'elles soient personnelles ou professionnelles pour les différents agents. Il y a eu la constitution de la Green Team avec plusieurs catégories socio-professionnelles, des blocs opératoires, des services de support logistique, enfin vraiment le plus large possible. Sorti de là, on a fait une réflexion sur tout ce qui était les actions du parcours patient, sur toutes les étapes. Il y a eu ensuite le levier des appels à projets et les primes d'engagement et la création d'antennes locales d'associations des petits doudous pour l'hôpital Trousseau. Donc, au niveau de l'unité de chirurgie ambulatoire, donc là, c'est un peu particulier parce que ça ne concerne pas que le bloc opératoire. Il y a vraiment aussi toute la partie hôpital de jour et collation. Donc, on commence en haut à gauche avec le service, avec les patients et les parents. Donc, sur le transport, sur l'habillage, que je vais développer après, sur la partie bloc opératoire, le périopératoire, le hors-bloc. Et quand on redescend, donc la partie inférieure, on arrive sur le côté professionnel de santé. On prend le parcours à l'envers, donc avec tout ce qui va être périopératoire. La partie bloc opératoire, on y revient, l'habillage et le transport. Donc, au niveau du bloc opératoire pour l'habillage. Alors, pour les personnels, il y a une mise en place d'un distributeur automatique de vêtements avec des tenues donc, en tissu qui ne sont pas du tout emballées dans du plastique. C'est des petits casiers séparés avec un haut et un bas qui sont pris par chaque professionnel de santé chaque jour avec 2 tenues attribuées par personne. Donc, évidemment, le but, c'est d'éliminer complètement les tenues papier qui sont en plus emballées dans du plastique. Le port de calots réutilisables. Alors, nous, on a la chance d'avoir un lave-linge, donc on peut laver les calots en interne. Et il y a aussi les polaires institutionnels, donc qui sont floqués à PHP, qui sont utilisés pour les déplacements des personnels hors du bloc opératoire, que ce soit pour aller en SSPI, pour aller dans un autre service, pour aller aux admissions, pour aller à la cafétéria, par exemple. Et donc, ça évite de reprendre ces petites vestes en papier qui seront en usage unique et qui feront un déchet supplémentaire. Au niveau de l'énergie, comme c'est un bloc qui est tout neuf, qui n'a pas encore 2 ans, ce qui a été mis en place dès le début, dès les travaux, c'est la demi-ouverture de porte pour les blocs opératoires. Juste quand il s'agit de sortir pour chercher quelque chose. Par contre, évidemment, on les ouvre en ouverture complète pour sortir les patients avec les brancards.
La réduction des circuits de ventilation pendant les périodes de vacances ou de fin de semaine. L'extinction des ordinateurs le soir, bon, ça c'est fait un petit peu partout, hein, je pense maintenant. Et au niveau, pour la partie détente, donc il y a une fontaine à eau qui est installée et il y a eu la distribution des gourdes nominatives, pareil, floquées à l'effigie des petits doudous pour éliminer les bouteilles d'eau. Donc plus personne n'amène sa bouteille d'eau en plastique, chacun a sa gourde qui remplit à la fontaine. Il y a eu un budget qui a été donné pour l'achat d'une machine à café en grains dans le but de diminuer les déchets aluminium faits par les capsules de certaines grandes marques. Et la vaisselle en céramique, on n'a plus du tout de vaisselle plastique, on n'a pas non plus de couverts en bois, tout le monde trouve ça très désagréable. Donc soit chacun amène sa vaisselle, ses couverts, et sinon on a un petit stock dans le service. Au niveau de la réflexion sur les déchets, ce qui a été mis en place, donc on a supprimé les sacs de dasserie au bloc complètement, on n'en a plus du tout. On a réussi à économiser en réfléchissant sur les sacs DAOM. Voilà, qu'on tapit, en fait, on garde le sac DAOM, par-dessus, on met l'emballage de notre drapage qu'on récupère, qui sinon part à la poubelle et ne sert absolument à rien. Et donc, on va jeter les compresses et tout le matériel qui aurait été en contact avec le patient dans ce petit emballage de drapage. Et c'est ça qui sera jeté dans un grand sac DAOM à la fin de l'intervention. Et ça nous permet d'économiser à peu près 120 sacs poubelles de petite contenance par semaine. Et donc, l'organisation des filières de tri qui est très importante avec tout ce qui va être papier et carton d'un côté, les filières métal avec le cuivre, l'inox et l'aluminium, qui va être revalorisé par l'association des petits doudous, et tout ce qui va être filière plastique, pour ça qui partira vers l'association des bouchons de l'espoir. Alors oui, ça demande du temps et ça demande de l'investissement parce que le tri ne se fait pas tout seul. C'est assez difficile au début d'arriver à percevoir ce qui est valorisable de ce qui ne l'est pas. Mais avec un petit peu d'entraînement et puis voilà, avec une remise un petit peu à jour régulière, on arrive quand même à recycler beaucoup de choses. Au niveau de l'anesthésie, donc ça a été dit aussi, hein, mais c'est ce qui est mis en place. Donc une sensibilisation à la ventilation en bas débit de gaz frais, la suppression du desflurane, des organisations de circuits d'ALR pour remplacer justement l'utilisation de tous ces gaz dans les anesthésies inhalées, l'utilisation de seringues pré-remplies et l'extinction des respirateurs en fin de journée. Tout ça, c'est ce qui est déjà mis en place. Au niveau de la chirurgie, on a opté donc pour du restérilisable plutôt que de l'usage unique. Par exemple, dans les conteneurs d'instruments, on n'a quasiment plus du tout d'utilisation de plateau badigeon puisqu'il a été remplacé par une cupule et une pince en inox qui sont donc restérilisés avec le reste du matériel à chaque fois et qui permet d'économiser l'utilisation d'un plateau badigeon qui est une pince en plastique dans un plateau en plastique, dans 2 emballages en plastique et papier. Et donc, ça, que ça soit en termes de volume de déchets ou que ça soit en termes de coût, effectivement, l'investissement est plus important au début parce qu'il faut acheter, il faut s'équiper d'une pince à badigeon et d'une cupule. Mais au final, après, il n'y a plus du tout besoin d'utiliser ces plateaux ou dans des cas très particuliers. On a aussi opté pour l'utilisation raisonnée des flacons de sérum physiologique parce qu'on s'est rendu compte que c'est pareil au niveau volume, ça vraiment utilise beaucoup de place dans nos sacs de déchets. Et donc, on essaie d'avoir cette réflexion le matin quand on a un programme opératoire, de se dire est-ce que je vais avoir besoin d'1 litre de sérum physiologique ou est-ce que 500 millilitres suffiront ou voilà, est-ce qu'il vaut mieux d'emblée prendre une bouteille d'1 litre plutôt que 2 bouteilles de 500 millilitres? Oui, l'option de 1 litre est meilleure dans la mesure où ça fera quand même moins de plastique, de bouchons, etc. Et ce qui nous évite aussi pas mal de gaspillage parce qu'on essaie d'être au plus juste de nos consommations de sérum physiologique et il n'est pas rare qu'en milieu d'après-midi ou en fin de journée, on aille voir dans la salle d'à côté en disant voilà, bah, il me reste tant dans mon flacon, n'en ouvre pas un autre, je te donne ce qui reste.
Pareil pour l'utilisation raisonnée des paquets de compresses. On s'est rendu compte que bien souvent, les paquets de compresses stériles sont ouverts à tort et à travers. On peut tout à fait suppléer par des compresses qui seraient non stériles. Et parfois aussi sur le nombre de compresses présents dans les sachets. Quand on ouvre un sachet de 10 compresses alors que 2 suffisent, eh ben, on arrive maintenant à vraiment à raisonner cet usage en disant, ben, voilà, c'est pour tel acte, donc un paquet de 5 suffira plutôt qu'un paquet de 10. Au niveau du bloc opératoire, ce qui a été adopté pour les patients. Donc, les enfants apportent leur propre pyjama de la maison. On leur recommande seulement 2 choses, évidemment qu'ils soient propres et qu'ils ne les passent sur eux pour le trajet. Donc, ils viennent avec un petit sac avec à l'intérieur leur pyjama qu'ils passent avant de descendre au bloc opératoire. Pour ceux qui n'en auraient pas ou qui auraient oublié ou pour lesquels l'hygiène serait douteuse, on a des tenues, comme vous voyez sur le côté, des petites tenues Disney, donc que les enfants mettent pour passer au bloc opératoire et qui nous rendent en sortant. Il y a aussi eu l'option des chaussettes antidérapantes qui sont données aux enfants pour éviter les surchaussures, qui en plus ne sont pas toujours adaptées à leur taille. Et pour les parents, on leur donne maintenant des surblouses tissu avec lesquelles ils descendent dans l'unité. Il n'y a plus du tout d'usage unique qui leur est donné. Quand l'enfant passe au bloc opératoire, le drap en tissu, tout à fait classique et dans les lits d'hospitalisation habituellement, qui est mis donc sur le brancard, et c'est celui qui le suivra dans son parcours après en SSPI et dans l'unité qu'on a, nous, post-SSPI. Donc, il n'y a plus qu'une utilisation de drap par patient, sauf évidemment s'il est taché, s'il est souillé ou ce genre de choses. Une autre action qui a été mise en place donc à Trousseau pour lutter contre l'anxiété, ça a été la suppression de la prémédication et plutôt privilégier la création d'un parcours qui limite l'anxiété. On a eu la chance d'obtenir un budget pour avoir la Tower Tafel. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait en quoi ça consiste. C'est en fait une table interactive avec des petits jeux qui étaient préconisés surtout pour les activités d'enfants ou d'adultes d'ailleurs aussi, qui avaient des troubles cognitifs. Et ça permet aux enfants d'interagir donc avec cette table. Il y a plusieurs jeux qui défilent en aléatoire. Ça leur permet aussi surtout de jouer entre eux ou de jouer avec leurs parents et de ne pas focaliser leur anxiété sur ce qui va se passer, ce qui les attend. Ça leur permet vraiment de se déconnecter du soin et d'être vraiment dans le jeu. Il y a aussi, contre l'anxiété, toute la partie décoration de leur masque avec des gommettes qui s'approprient vraiment et qui personnalisent et qui apparaît plus comme quelque chose qui leur appartient que quelque chose de complètement étranger. Ils ont aussi des petites tablettes interactives aussi sur lesquelles ils peuvent suivre le parcours de leur hospitalisation entre guillemets et de leur intervention chirurgicale avec le logo de l'anesthésiste, du chirurgien et il y a des petits jeux voilà un petit peu dont ils sont le héros. Il y a aussi les casques de réalité virtuelle qui sont plus pour les ados, qui leur permettent, lors des ALR, par exemple, de supporter, voilà, d'être dans un décor de montagne ou de mer, qui leur permet de s'évader un petit peu et vraiment de diminuer l'anxiété pré- ou opératoire. La limitation des perfusions en post-op qui sont juste des cathlons obturés. Donc ça permet aussi de diminuer l'anxiété. Et la limitation de la durée de prescription d'antalgiques en post-op à partir de la sortie de l'enfant. Pour la partie alimentation, donc vous avez une petite photo. On a supprimé tout ce qui était barquettes plastiques au profit de plateaux réutilisables qui sont soit en plastique mélaminé, soit en porcelaine. Des couverts, donc j'en parlais avant, réutilisables. On n'a plus du tout de plastique. Et l'augmentation progressive d'une alimentation bio en post-op. Alors tout ça c'est fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc notamment dans la lutte contre le froid au bloc opératoire, parce que les petites vestes floquées à PHP dont je vous parlais pour l'instant sont utilisables uniquement en dehors des blocs opératoires pour des questions d'hygiène. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour savoir qui a sa veste qui est bien lavée, qui ne l'a pas lavée. Donc vraiment, c'est une réflexion pour avoir un autre vêtement en tissu qu'on puisse garder dans le bloc opératoire contre les tenues papier. Des achats de lames de laryngoscope qui seraient donc réutilisables.
des achats de trousses d'accouchement restérilisables à l'étude en maternité. Une réflexion également sur tout ce qui est désinfection cutanée, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'antiseptiques, beaucoup de compresses, et on se demande si c'est judicieux de faire une détertion, deux détertions. Voilà. Donc ça, c'est à l'étude. Une réflexion qui continue, on l'a bien initiée, mais qui continue sur tout ce qui est les boîtes d'instruments. Qu'est-ce qu'on peut encore éliminer en usage unique? Est-ce que c'est intéressant de rajouter des manches de bistouri, par exemple, sur lesquelles il n'y aurait plus qu'à adapter les lames et ça ne ferait pas toute une partie plastique plus une lame, ça ne ferait plus qu'une lame à recycler. Des actions sur le gaspillage médicamenteux, ainsi que des réflexions sur les prescriptions médicamenteuses, donc dans le même but. Et puis toujours avoir en tête la règle des 5 R, hein, refuser le plus possible ce qui n'est pas recyclable, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre par tout ce qui va être le compostage. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai que le travail que vous faites est vraiment intéressant parce que c'est une démarche globale, comme vous l'avez expliqué. Vous verrez dans le QR qu'il y a beaucoup de questions qui vous sont posées, qui témoignent de l'intérêt et de la quantité de travail que vous faites, notamment une sur le DACRI, disparition. Donc, tout à l'heure, Oui. on vous écoutera. La question des instruments en chirurgie. Et là, ça me donne l'occasion de passer la parole immédiatement au docteur Mazacchi, chirurgien ORL et chef de service adjoint à Saint-Joseph. Et je suis ravi d'écouter un chirurgien parce que c'est vrai que les chirurgiens qui s'impliquent dans ce domaine-là sont finalement pas si nombreux que ça. Et donc, merci de son engagement et de sa participation. Alors, bonjour à tous. Je remercie déjà l'ARS de m'avoir convié à parler à ce projet pour vous montrer ce qu'on faisait donc, à l'hôpital Saint-Joseph. Est-ce que vous voyez le topo? Hop, Oui, c'est tout oui, bon? très bien. Parfait. Ok, parfait. Et ben, je remercie aussi Madame Trublet qui a très bien introduit mon topo derrière, parce que moi, je vais vous parler de nos actions avec les théories des 4 R, parce qu'en effet, rendre à la terre, pour moi, ça me semble compliqué au bloc opératoire. Et je vais vraiment me focaliser sur ce qu'on fait au bloc opératoire et pas vous parler du reste de ce qui est fait au niveau de Saint-Joseph. Je rappelle aussi que la plupart de nos actions sont donc faites dans le cadre de soins éco-responsables et que la définition avait été faite il y a peu avec la DGES et la NAP en disant qu'il fallait que ce soit toujours des soins qui soient faits au moins aussi bien, voire mieux pour le patient. Et donc, pour vous dire que tout ce qu'on a fait, on l'a toujours fait en lien avec le CLIN, donc le comité de lutte contre les infections nosocomiales, concernant l'hygiène et pour valider nos nouveaux protocoles. Donc, en reprenant les 4 R, on commence toujours par essayer de refuser et on a lu quand même pas mal de publications qui parlent de l'overrating, donc le fait que du gâchis en salle d'opération, 20% du matériel serait donné en systématique et serait gâché. Donc, ce qu'on a fait, en tout cas dans mon service, ce sont des fiches d'intervention à viser des infirmières de bloc opératoire, ce d'autant qu'on le sait, c'est difficile de garder des infirmiers référents et on a beaucoup d'intérimaires. Et donc, ça permet comme ça de montrer à chaque infirmière quel matériel on va avoir besoin de manière systématique et le matériel dont on va avoir besoin en si besoin. Donc, comme ça, ils ne dotent pas tout de manière systématique et on essaye au maximum d'éviter le gâchis sur table. On essaye de former également et de sensibiliser nos personnels avec des journées de formation et d'action qu'on appelle bloc arrêté. Concernant l'action de réduire, donc évidemment en lien avec la SPAR, on a changé les pratiques d'utilisation des gaz anesthésiques avec la fermeture complète du circuit de protoxyde d'azote et l'arrêt complet également de l'utilisation du desflurane, malgré la chirurgie bariatrique qui restait le dernier bastion d'utilisation du desflurane. On a réussi à convaincre les anesthésistes et donc c'est un arrêt complet du desflurane. Concernant l'utilisation des trousses chirurgicales, donc en fait c'est pour des interventions stéréotypées, on a des packs d'intervention comprenant tout le matériel
jetables, stéréotypés pour un type d'intervention, les champs par exemple, une aspiration, un bistouri électrique, etc. Et c'était fortement déployé au bloc opératoire depuis plusieurs années. Ça permettait un gain économique parce que tout ça est très, très discuté, et de temps aussi, parce que les infirmières de bloc opératoire n'ouvrent qu'une fois les trousses et ne sont pas obligées d'ouvrir à chaque fois tous les dispositifs médicaux à usage unique. Et puis avec tout ça, ça permettait de diminuer les emballages. Mais en fait, comme ça faisait plusieurs années, c'était devenu obsolète. On avait un changement des habitudes, parfois des chirurgiens. Et donc, en fait, ça revenait à gâcher. Et donc, on a refait toutes nos trousses afin de retirer le matériel superflu ou inusité et remettre le matériel adapté. Ce qui nous a à nouveau permis de gagner à nouveau de l'argent et puis de diminuer, vous voyez, ça c'est des calculs théoriques, hein, mais de 270 kilos par an de déchets et 4,5 tonnes d'équivalent carbone par an également. On utilise également donc, les seringues de médicaments pré-remplis pour l'atropine. On est en cours de discussion pour d'autres médicaments. Concernant l'incitation à éteindre des appareils en période d'inactivité, bon, ça, on a mis un étiquetage. On a un souci, et c'est pour ça que je préfère en parler, pour les CTA, donc les centrales de traitement d'air, puisqu'on a 2 salles assez neuves qui sont équipées, sauf qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait des dérèglements probablement horaire et que parfois la centrale se mettait en veille en pleine journée. Et donc avec un problème de risque d'hygiène concernant l'air. Et on a fait une étude aussi de gain de coûts et d'énergie. Ça revenait à peu près 210 € par an d'économie et une économie de 1300 kWh par an. Ce qui nous semble assez peu pertinent pour le moment, puisque la mise en place d'une CTA nécessite 2 000 € d'investissement minimum par salle et qu'on a plus d'une vingtaine de salles. Et dans un pays où l'énergie est relativement décarbonée, pour l'instant, voilà, on a décidé que ce ne serait pas notre action principale. On essaye de travailler sur le distributeur de linge réutilisable que l'on a, mais qui ne marche pas forcément très très bien. Et on suit beaucoup l'utilisation des pyjamas à usage unique sur lequel on essaye d'avoir une action responsable. Concernant réutiliser donc les plateaux badigeons, donc j'ai vu que ça avait été mis en place dans de nombreux hôpitaux. On l'a mis en place depuis 2021. Nous, et on a fait une étude grâce à Samantha Wynne, donc qui était interne en pharmacie à l'époque à Saint-Joseph, pour regarder donc le bilan carbone du plateau Badigeon. Et donc, on a montré qu'on passait de 2,16 kg équivalent carbone par unité en usage unique, à 1,1 kg équivalent carbone. Et donc, ça permettait véritablement une diminution par 2. Depuis, on suit la consommation des plateaux badigeons parce qu'on ne l'a pas éradiqué. Ça reste compliqué encore auprès de certains praticiens. Mais on a une diminution de 40% de la consommation qui correspond à 7 000 € d'économie par an, 300 kg équivalent, pas d'équivalent, 300 kg par an de plastique, papier, logistique, stockage, etc. Ce d'autant que voilà, le prix au mètre carré revient quand même relativement cher. Donc, tout le monde est assez content de cette mise en place. De la même manière, on est passé aux lames de laryngoscope réutilisables. Et donc, je remercie vivement le CHU de Nîmes d'avoir publié là-dessus parce que ça nous permet de s'appuyer sur des données scientifiques afin d'arriver à convaincre tout le monde. On avait donc à peu près un peu moins de 10 000 unités de lames de laryngoscope par an pour un coût de 32 000 €. Et donc là, en mars, grâce à l'appel à projet de l'ARS et donc des fonds débloqués, on a pu acheter des lames de laryngoscope réutilisables. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de rupture de stock, on n'avait pas de variation de prix, bien évidemment. Et puis, on a calculé grâce à l'article du CHU de Nîmes l'intérêt écologique qui nous permettrait investissement passé, d'économiser environ 10 000 € par an. Une diminution également de 14,3 tonnes équivalent CO2 par an. Et ce qui me semble le plus intéressant, c'est une épargne de 1 tonne de métal par an d'inox.
La difficulté qu'on a rencontrée depuis mars, c'est que là, on a fait un comptage des lames de laryngoscope à usage multiple qu'on avait encore. Et pour l'instant, on en a à peu près 5% de pertes. Alors, on espère que ce n'est que le début, que c'est le temps que les personnels soient formés, mais il va falloir qu'on suive ça pour savoir si on est vraiment pertinent à poursuivre dans l'usage multiple. Et on a fait un questionnaire aussi des personnels à 1 mois d'utilisation et 95% des IA, des anesthésistes, trouvaient qu'il y avait soit une amélioration, soit que l'utilisation était identique. Donc, c'est plutôt un retour très satisfaisant. Concernant recycler, donc on a mis une mise en place de filières de recyclage de métaux, et ça depuis 2021 également. Ensuite, pour faire un point donc, sur le recyclage des gaz anesthésiques, on a appris ça avec l'appel à projet de l'ARS. On s'est renseigné donc à ce moment-là auprès de Baxter Contrafluorane. C'est une solution qui nous semble pour l'instant pas aboutie puisqu'on les a contactés. A priori, il y a un changement de réglementation sur le transport en particulier qui doivent emmener en Allemagne, mais qui a été fortement compliqué, donc ils ne font pas. Et donc, ils proposaient à la place de les mettre les cartouches avec le gaz recyclé dans les dasseries. Est-ce que ça a une vraie pertinence écologique ou non, j'en suis pas sûre. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas une solution qu'on a retenue, et ce d'autant qu'en effet, il y a un coût très important à la mise en place de ce recyclage des gaz anesthésiques. Est-ce que vous pouvez passer à la diapositive suivante? Merci. Donc, nos perspectives, c'est vraiment une structuration au niveau du groupe hospitalier et d'arriver à répertorier aussi toutes les démarches et les encourager au sein de chaque département et des différents hôpitaux. Il nous semble vraiment pertinent et important de réévaluer nos actions, savoir est-ce que ce qu'on a mis en place était suivi, est-ce que ça avait une pertinence écologique ou non. On a également de nombreux projets en latence, bien évidemment, et on s'inspire également de ce type d'intervention pour voir ce qu'en font nos voisins et voir si c'est possible de les mettre en place. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous Écoutez, remercie pour là, votre attention. oui, merci beaucoup pour votre présentation. Euh, et donc, je vois que c'est très intéressant dans les deux, trois présentations précédentes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a il y a une évolution des pratiques, mais qui est associée systématiquement à une évaluation. Donc, c'est vraiment très intéressant, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pratiques en général. Donc, ça devient très pertinent. Euh, donc, on continue ces présentations avec l'équipe du Val d'Or, avec un binôme a priori, avec Madame Cusno, pharmacienne à la clinique du Val d'Or, et Madame Dujoncourt, qui est cadre au Val d'Or. Donc, je vous passe la parole pour 10 minutes. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent tout au long de ces exposés, c'est l'intérêt. Merci beaucoup, professeur Philippe, pour votre invitation. Nous sommes ravis donc, de partager notre expérience. Donc, je suis Corinne Delpuech, la directrice de la clinique du Val d'Or. Et donc, nous allons avec Dana Sleman, qui est responsable de qualité à ma droite, Madame Cusno-Picard, qui est pharmacienne gérante, et Madame Dujoncourt, qui est chef de bloc. Donc, nous allons partager notre expérience de transition écologique sur la clinique du Val d'Or. Donc, nous quatre, nous faisons partie de l'équipe projet Green Block, qui s'inscrit vraiment dans une démarche développement durable fortement implantée dans l'établissement. Nous sommes accompagnés par deux référents de développement durable, donc Madame Sylvie Filiberti et le docteur Bruno Guignard, qui est également président de CME. Donc, cette équipe projet accompagne donc la transition écologique dans les blocs opératoires dont nous nous sommes saisis et qui est un axe majeur de nos objectifs développement durable. Donc, nous allons partager avec vous notre expérience sur le sujet et le bilan en fait de ces 10 actions éco-responsables. Nous allons vous présenter cette démarche de manière globale en passant justement en revue l'ensemble des 10 actions. Donc, pour présenter un tout petit peu la clinique du Val d'Or, donc c'est un établissement de santé privé donc, qui est installé sur la commune de Saint-Cloud. Nous disposons de 130 lits et places, 70 praticiens qui interviennent en nos murs,
et environ 130 salariés pour accueillir plus de 5 800 séjours par an. Nos principales activités donc, tournent autour de la chirurgie, des chirurgies lourdes, donc thoraciques, viscérales, digestives. Nous avons également de l'orthopédie et du vasculaire pour les activités chirurgicales principales. Nous accueillons également des patients en médecine, en pneumologie et cardiologie, en conventionnel, mais aussi en soins continus. Pour accompagner notre chirurgie lourde des soins critiques, donc une réanimation de 10 lits et puis une USC également chirurgicale. Et un service de réhabilitation pulmonaire donc, qui accompagne l'axe principal de notre établissement qui est la filière pneumothoracique avec plus de 250 cancers du thorax par an. Des prises en charge en médecine pneumo et donc la réhabilitation pulmonaire qui vient compléter cette offre de soins. La clinique du Val-d'Or fait partie de Vivalto Santé, qui est le troisième groupe d'hospitalisation privée sur le territoire national et qui a été le premier groupe à devenir première entreprise à mission du secteur de la santé. À quoi cela correspond? Ça correspond à inscrire notre raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Donc, c'est une action extrêmement forte que le groupe Vivalto statutaire qui découle de cette raison d'être autour des patients, des médecins, des salariés et bien évidemment de l'environnement, puisque le quatrième axe stratégique de la raison d'être est de prendre soin de tous en réduisant notre empreinte environnementale. Donc c'est avec effectivement également cette démarche que nous avons effectivement pu déployer sur l'établissement nos 10 actions sur les actions éco-responsables. Donc effectivement, en reprenant un petit peu le cours de la présentation, donc le quatrième objectif statutaire de Vivalto Santé porte l'établissement et accompagne véritablement l'établissement dans la mise en place de ces actions éco-responsables. Si on regarde un petit peu plus attentivement l'objectif statutaire, donc environnement, que nous venons de citer, nous avons 4 objectifs opérationnels. Donc, qui sont développer les pratiques de soins plus durables, limiter ce qui peut altérer la santé et les écosystèmes, diminuer notre consommation d'énergie carbonée et développer une restauration responsable. Donc, c'est autour de ces objectifs que des indicateurs ont été déployés, mis en place par le groupe et déclinés bien évidemment dans tous les établissements et particulièrement sur le Val-d'Or. Donc, les indicateurs, donc à horizon 2024, mais aussi à horizon 2030, donc nous pourrons citer quelques-uns. Il s'agit d'examiner les impacts environnementaux, socio-économiques, accompagner donc les établissements dans la réduction de l'utilisation des gaz d'anesthésie polluants, de réaliser des audits autour de la qualité de l'air, des consommations d'eau ou de la qualité de nos effluents et des déchets au bloc opératoire, développer un nettoyage sans chimie ou encore accompagner les établissements dans la réduction de l'utilisation de formol. Donc, on est effectivement sur une démarche qui est très largement soutenue par le groupe Vivalto Santé et nous avons initié sur l'établissement la démarche autour de la transition écologique fortement portée également par l'appel à projet, professeur Philippe, vous en parliez tout à l'heure, donc qui a été lancé en 2023. Donc, je laisse la parole maintenant à Dana Sleiman qui va nous présenter effectivement la démarche dynamique de développement durable qu'il y a sur notre établissement. Du coup, la clinique du Val-d'Or est engagée depuis plus de 10 ans dans cette démarche de développement durable. Cette dynamique est maintenue grâce d'une part aux professionnels de santé, mais aussi administratifs, enfin l'ensemble des professionnels de la clinique, mais aussi par le comité développement durable qui se réunit régulièrement et qui est composé par différents profils, professionnels de santé, soignants comme praticiens, professionnels administratifs, des prestataires, restauration, bio-nettoyage
et toute personne motivée pour assister et participer à ce comité-là. Et du coup, ce comité et notamment l'ensemble des professionnels de santé ont permis la mise en place de différentes actions au sein de la clinique. Donc, différentes filières de tri, carton, plastique, capsule à café, papier, canette et d'autres. Les collecteurs de masques jetables depuis la période Covid. Donc, on a atteint sur l'année 2023 16,62 kg de masques collectés. La mise en place d'un abri à vélo, les journées de sensibilisation qui ont un franc succès chaque année auprès de l'ensemble des professionnels de la clinique, des installations de mangeoires à oiseaux et écureuils et d'horloteurs d'abeilles, et notamment durant les journées de sensibilisation, une sensibilisation sur la récupération de mégots et notamment les installations de carrés potagers et la mise en place des biodéchets avec le prestataire restauration. En découle de ce comité développement durable un groupe de projets, Green Block, justement pour le suivi et la mise en place propre au bloc opératoire. Donc cette équipe de projet est composée donc, de la directrice générale, du médecin anesthésiste qui est aussi le président de CME. Vous présentez dans la première slide qu'il est référent plutôt de ce projet-là et du développement durable, de la responsable technique et logistique sécurité, du pharmacien gérant qui est à ma droite, de la chef de bloc qui est aussi à côté, moi-même, et une infirmière SSPI. Du coup, je vous laisse la présentation du bloc opératoire avec la chef de bloc. Alors, un peu du bloc opératoire. Le bloc opératoire de la clinique du Val d'Or, c'est 6 salles de bloc opératoire, une salle d'endoscopie digestive et bronchique, 10 postes de SSPI, un robot chirurgical d'Avinci X qui est installé depuis avril 2023 et en projet une salle hybride de radiologie interventionnelle. Excusez-moi, il vous reste vraiment quelques minutes parce qu'il y a encore 2 interventions, hein. Si vous pouvez vous centrer sur le projet maintenant, s'il vous plaît. Oui, alors on y va. Donc, le projet qui concerne le bloc, donc sur les 10 actions éco-responsables, 4 d'entre elles ont été atteintes à 100%. Pour ce qui concerne le mode veille pour les centrales de traitement d'air en période d'inactivité, donc à compter de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, elles passent en mode veille. Tout ce qui concerne l'extinction des appareils, aussi bien des ordinateurs que des respi. On a aussi fait récemment des travaux dans le bloc, la stérilisation et puis toutes les parties annexes où on a mis des éclairages à détection, ce qui permet de ne pas avoir de perte. Les tenues vestimentaires, on utilise depuis cette année des tenues, des pyjamas de bloc en tissu et non plus à usage unique. Et puis également, on a totalement arrêté la consommation de bouteilles d'eau en plastique au profit de fontaines à eau et de distribution de gourdes pour l'ensemble du personnel. Ce qui est important, juste, c'est l'implication véritablement de l'établissement depuis plus de 10 ans dans les actions de développement durable et dans la démarche de développement durable qui ont permis effectivement d'atteindre ces actions à 100% et de les mettre complètement en place sur l'établissement. Il y a une vraie implication du personnel avec des boîtes à idées, des sondages qui est vraiment embarqué dans cette démarche. Et il est important de noter que, et Madame Slimane vous l'a présenté, l'équipe projet qui est pluridisciplinaire, donc qui intègre effectivement des cadres, pharmaciens, chefs de bloc, personnel en salle, mais également des praticiens, permet vraiment en fait une adhésion massive de l'ensemble des personnels et des praticiens. Donc, dans les actions en cours pour lesquelles on commence à peine, c'est la mise en place d'une filière de tri et de recyclage du métal.
avec une prise de contact pour une association, enfin, avec l'association Les Petits Doudous. Ça, c'est en cours. Il faut vous approcher de l'ordinateur, on ne vous entend plus très bien, s'il vous plaît. En ce qui concerne la consommation des gaz halogénés, on a arrêté totalement l'utilisation du desflurane en 2022 et protoxyde d'azote début 2023. On a réussi à réduire la consommation de sévoflurane de 2 tiers au profit du propofol, euh, qui a bien augmenté. On utilise des systèmes EVOC qui permettent de limiter la quantité de propofol utilisé, et on utilise aussi des bandeaux de bis qui permettent de mesurer la profondeur du sommeil. En revanche, sur cette action, maintenant on s'interroge sur l'empreinte carbone finale, puisque le propofol et le sévoflurane auraient une empreinte carbone théorique équivalente. Il n'y a pas d'évaluation sur la pratique courante. Là où on est un peu plus partant sur le propofol, c'est que les résidus de propofol sont incinérés avec les dasseries. Mais quid de la toxicité dans les métabolites qui sont éliminés chez le patient. On a réussi aussi à baisser le débit de gaz frais à 0,5 litres par minute, voire même jusqu'à 0,2 litres par minute, bien que ce soit limité à cause des fuites et des opérations au niveau enfin, des opérations thoraciques qui sont le propre de notre clinique. Ensuite, sur le système de recyclage et de récupération des gaz d'anesthésie, donc on a les systèmes SEGA et on avait des systèmes de charbon. En revanche, là, il faut les renouveler et on s'interrogeait. Donc, il y a 2 systèmes qui existent, les systèmes absorbeurs de gaz carbif ou les systèmes contrafluorants de Baxter, dont il était question dans les autres présentations. Et effectivement, pour l'instant, ces déchets de charbon ne peuvent qu'être incinérés, et le recyclage qui était prévu des cartouches ne peut plus se faire suite à une modification de la réglementation au niveau de l'Union européenne. Donc on attend de plus amples évolutions. Et là, on évalue la possibilité d'achat de respirateurs économiseurs de gaz en fait, actuellement. Très rapidement, pour les seringues pré-remplies, eh bien, il y en a plusieurs qui sont utilisées, mais elles servent surtout aux urgences. Par contre, les quantités ne sont pas adaptées pour l'usage au quotidien, et on attend encore des laboratoires un panel plus large de seringues de médicaments. Pour les dispositifs médicaux à usage unique, c'est pareil, ce sont de petites avancées avec les cupules, les lames de scie, les trocars, mais pas grandes, de grandes évolutions parce qu'on manque d'équivalence. Les trousses de mesure, sur mesure au bloc, on en a quelques-unes, et là où il y a une limite, c'est qu'on a de nombreux praticiens qui n'ont pas les mêmes pratiques, donc ils ne vont pas utiliser les mêmes produits. Ok. Et donc, effectivement, pour terminer notre présentation, donc, quelques pistes pour poursuivre ces projets de développement durable. Donc, la diminution de la consommation d'eau, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et le renouvellement des respirateurs économiseurs de gaz, et améliorer le tri des déchets. Et nous sommes effectivement aussi partis sur un audit en stérilisation. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, mesdames. Votre présentation était vraiment intéressante, mais le temps est un peu limité. Donc, je vais passer directement la parole à Hamza Abdili qui va présenter les futurs intervenants. Oui, merci beaucoup. Juste sans trop de transition, il y a quelques questions qui vous attendent au niveau des questions-réponses, donc pour l'équipe du Val d'Or. Et je laisse la parole à Monsieur Pino Bastien, qui est ingénieur RSE à l'Institut Curie. Je vais vous présenter rapidement à mon tour quelques actions qu'on a mis en place, principalement du côté de l'anesthésie. Donc, je remercie le docteur Jeanne Muret de m'avoir fait confiance pour présenter à sa place. Elle ne pouvait pas être disponible ce soir.
Pour aller rapidement, donc on va parler des gaz d'anesthésie dont on a déjà parlé un petit peu, mais on va aussi vous présenter quelques résultats. La question de l'économie médicamenteuse, on va parler un petit peu des couvertures chauffantes sur lesquelles on a travaillé, le matériel de chirurgie réutilisable, le tri des déchets, et puis quelques actions très rapidement. Donc concernant les gaz halogénés, voilà, sans rentrer dans le détail de l'impact, mais la plupart de ces gaz ne sont pas métabolisés, et donc partent directement dans l'atmosphère avec les prises Sega. Donc c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de se concentrer sur cet aspect-là. En plus, il représente la majeure partie de l'utilisation en anesthésie générale. Et comme on l'a vu avant, en fonction des gaz qu'on va utiliser, on ne va pas avoir le même impact avec les principaux, le sévoflurane, desflurane et l'association avec le protoxyde d'azote. Et je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail la suite. Alors, du coup, je ne rentre pas dans le détail de l'impact, mais voilà, tout ça pour dire que le desflurane est un gaz sur lequel on a beaucoup travaillé et qu'on a supprimé, mais j'y reviendrai juste après. On a travaillé sur la question du débit gaz frais. Comme ça a été mentionné avant, nous, il y a un aspect qu'on met aussi en avant, c'est l'aspect économique. C'est toujours plus facile pour porter les projets et souvent, voilà, on arrive à associer les deux. Donc, baisser le débit, nous, ça a eu un avantage non négligeable avec une empreinte carbone divisée par plus de 2 et un coût à peu près équivalent. Concernant également le desflurane et le sévoflurane, donc on a tracé la consommation de nos flacons depuis 2013. On a commencé le travail en 2014 où la suppression du desflurane a été assez progressive, mais assez rapide jusqu'en 2016 où elle s'est maintenue jusqu'en 2021 où on a supprimé complètement. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que nous, notre activité, elle a augmenté de plus de 60% en fait depuis 2016-2017. Et en fait, notre impact carbone associé au sévoflurane, puisque forcément on en a utilisé, enfin on a eu plus d'activités. En fait, l'impact est resté le même, puisque en compilant la réduction du desflurane et la mise en place, enfin la baisse du débit frais, on a réussi à maintenir l'impact carbone, ce qui correspond à une diminution par acte. Donc voilà, plus d'actes d'anesthésie. Ça correspond pour nous à une diminution de 73 tonnes de CO2 équivalent par an, donc ce qui est clairement pas négligeable à l'échelle du bloc. Et également, on en parle aussi, mais c'est des économies en euros. Et ça, c'est pareil, c'est toujours un avantage pour porter ces projets-là. Concernant le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qu'on a aussi supprimé, nous, à Curie, depuis 2017, et y compris en pédiatrie, où on a beaucoup d'actes. Donc ça, c'est important de le souligner parce que c'est toujours, ça fait sujet de discussion. Et voilà, nous on est passé, et tout se passe très bien. Par contre, voilà, on a un travail en cours pour supprimer les installations. C'est pas forcément simple parce qu'en fait, on s'est aperçu que même en ayant arrêté d'utiliser du protoxyde d'azote, on a quand même des fuites résiduelles. Donc voilà, je rentre pas dans le détail, mais c'est un projet assez compliqué rien que pour supprimer les installations. On en a parlé dans les précédents présentateurs en ont un peu parlé, mais concernant le recyclage du gaz avec Baxter, donc nous, on l'a installé sur plusieurs respirateurs dans nos blocs à Paris, pas sur tous, pour justement tester et voir un peu l'efficacité. Je rentre pas dans le détail de l'explication, mais c'est voilà, on a un système qui récupère les gaz dans des bonbonnes. Et ces bonbonnes vont ensuite, donc quand elles sont pleines, être conditionnées et normalement renvoyées. Mais comme l'ont souligné mes collègues d'avant, il y a quelques soucis de nouvelles réglementations. Et donc le projet est un peu arrêté en ce moment et
les bonbonnes sont incinérées. Alors, on a estimé que c'était plus avantageux que ce soit incinéré parce que on a une interne, il me semble, qui a fait un travail là-dessus pour justement calculer est-ce que c'est mieux si ce gaz est incinéré ou directement éjecté dans l'air. A priori, c'est quand même mieux incinéré, mais c'est pas forcément l'objectif du projet. Donc, pour l'instant, on est un petit peu bloqué là-dessus. On espère que ça va évoluer. En termes d'efficacité, voilà, nous, on récupère entre 50 et 80% dans ces bonbonnes. Et puis, le prestataire, lui, arrive à en récupérer 90% de ces 50 à 80%. Donc, ça peut être assez efficace. Reste à mesurer l'impact environnemental global par rapport aux solutions actuelles. On en a aussi parlé, mais concernant les seringues pré-remplies. Donc nous, on a fait sur trois médicaments, donc le suxamétonium, l'adrénaline et l'atropine. Voilà, on s'est aperçu qu'on en jetait beaucoup puisque c'est des seringues qui s'étaient préparées systématiquement tous les matins et jetées quand non utilisées. Et maintenant, avec le conditionnement, on peut les garder jusqu'à un mois pour certaines et jusqu'à un an pour d'autres. Donc ça nous a permis d'économiser grandement sur cet aspect-là. Et également, l'impact, en fait, il est plus intéressant que ce soit sur la quantité de seringues, mais même en comparant les seringues, puisque c'est pas préparé de la même manière et ça demande, c'est pas la même logistique que ce soit fait par un prestataire ou directement par nous. Donc voilà, on est gagnant sur tous les aspects pour cette question-là. Pour faire la question de l'économie médicamenteuse, on essaie également d'encourager et de développer l'anesthésie sous IV, qui a beaucoup moins d'impact que l'anesthésie sous gaz. On essaie de développer aussi l'anesthésie loco-régionale, l'hypnose, la musicothérapie, la réalité virtuelle. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place à Curie et qu'on essaie de faire, de développer pour réduire l'impact. Également, la question du patient debout et les RAC+, qui permettent de réduire l'utilisation de médicaments au cours de l'anesthésie, de ne pas prémédicamenter forcément les personnes et d'avoir une récupération plus rapide. Donc ça, c'est des choses qu'on encourage sous plein d'aspects. Pour parler rapidement des couvertures chauffantes, nous, on a des couvertures chauffantes à usage unique et aujourd'hui, on est en train de travailler pour avoir des couvertures chauffantes réutilisables, donc avec des avantages et des inconvénients. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais voilà, pour comparer, c'est aussi un projet qui est intéressant économiquement. Aujourd'hui, ces couvertures nous coûtent 60 000 euros par an. Et là, aujourd'hui, on a étudié l'impact, enfin l'investissement sur 4 salles d'opération et on est sur 60 000 euros donc, pour des couvertures qui pourraient durer plus de 10 ans. Donc, c'est un projet qui est intéressant. Maintenant, à voir comment ça fonctionne aussi en termes de logistique avec avantages et inconvénients. Pour être un peu sur d'autres types d'actions, c'est la suppression totale des plateaux d'instruments de chirurgie à usage unique pour tout ce qui est dépose de PAC et petite chirurgie. On en a un peu parlé aussi. La mise en place de plateaux réutilisables. Pareil, on aime bien peser les avantages et les inconvénients concernant nos projets. Donc, c'est toujours des questions qu'il faut se poser pour pouvoir aussi revenir dessus derrière. Parle rapidement du tri des déchets, qui est un sujet qui n'est pas forcément très très simple pour les personnes aussi qui peuvent travailler dessus, qui se reconnaîtront. Et du coup, c'est des choses qu'on essaie de développer. On a beaucoup de difficultés pour des filières assez spécifiques, particulièrement les métaux. C'est aussi des choses qu'on voudrait étendre dans d'autres services de l'hôpital. C'est aussi des problèmes de logistique en interne. Et voilà, des fois, c'est aussi incompatible puisque ça demande une certaine organisation pour les soignants qui n'est pas forcément très simple toujours. Et on a un travail en cours sur la réduction des dasseries qui est pareil, un sujet assez complexe et sur lequel on travaille. Donc voilà, la mise en place côté pratique avec les sacs dans les salles et les couloirs, les consignes le plus simplifié possible. Et ça, c'est des choses, on a eu des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché. Donc là, on est en pleine transformation sur ce sujet-là avec un nouveau projet en cours.
Hop, j'avance. Et ensuite, voilà, on a d'autres actions en cours avec une commande de masques pour ventilation faciale sans hook. Donc ça, c'est une partie qui n'était pas utilisée en pratique. Donc, c'est des choses qu'on a supprimées pour éviter voilà, d'avoir des parties de DM qui ne servent pas. Le recyclage des packs de chirurgie utilisés comme sac personnel pour les patients, puisque pour éviter voilà, de jeter des sacs à chaque fois, c'est des choses qu'on a réutilisées qui sont assez simples. La pose de pack avec système ECG à la place de SCOPI ou radio. Donc ça nous permet aussi des économies d'énergie. La réduction d'emballage plastique des tenues du personnel, ça on en a un peu parlé avant avec nous le nettoyage en interne. Et la réutilisation des plateaux d'anesthésie, qui finalement a beaucoup de sens aussi pour nous. Et enfin, les calots en tissu utilisés au bloc. Et pour finir, donc voilà, on envisage encore d'autres actions comme les masques faciaux à faible émission, les lames de laryngo réutilisables. Donc on en a déjà acheté un certain nombre. Maintenant on réfléchit, on regarde comment ça fonctionne pour la mise en place et la logistique interne. Et de même pour les tuyaux de respirateurs réutilisables, c'est pareil, on a des discussions en cours pour pouvoir aussi réduire l'impact à ce niveau-là. Pour conclure, voilà, on part quand même d'un principe, c'est que l'usage unique est moins cher que le réutilisable, donc c'est aussi un frein. Le réutilisable demande souvent d'investissement, donc tout dépend de la durée de calcul qu'on se donne, mais les retours sont aussi plus intéressants dès qu'on regarde peut-être plus à moyen terme. Euh, c'est pour ça qu'il est important du coup de mesurer économiquement et environnementalement d'un point de vue environnemental. Voilà, il est tard. Et puis, voilà, c'est un projet qui est extrêmement fédérateur dans les équipes. Ça permet d'engager vraiment au quotidien. Mais attention, puisque c'est un warning qu'on se met quand même sur la question des déchets, euh, en allant peut-être trop fort sur certains aspects, on a eu aussi une perte d'engagement parce que voilà, c'était très chronophage, ça demandait un effort et c'était pas forcément très pratique. Donc on est en train de travailler pour justement faire évoluer ce côté pratique de tri des déchets au bloc opératoire et puis l'optimiser au niveau du rendement pour se concentrer vraiment sur ce qui va avoir un impact en termes de volume. Hop, je peux parler de ça. Et voilà, donc je vous laisse poser les questions. Si jamais je ne peux pas y répondre, je vous ai mis l'adresse de Jeanne qui sera peut-être plus à même. Et voilà, sinon je suis disponible. On est disponible tous les deux si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, effectivement, on a pris du retard. Veuillez nous en excuser. Donc, intervention très intéressante, très complète, et notamment votre éclairage sur le point de vue de l'anesthésiste hein, et votre retour sur les systèmes de récupération de gaz. Alors, vous l'attendiez tous. J'ai l'honneur de laisser la parole pour cette intervention conclusive au professeur Patrick Peusseau, qui est donc chef de service de chirurgie viscérale et digestive au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Je remercie tout particulièrement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui en tant qu'expert au sein du comité de pilotage de la planification écologique pour le secteur de la santé et en tant que président du CERES. Voilà, pour nous apporter un éclairage plutôt national. Bonjour, vous m'entendez? Bon, Parfait. merci beaucoup pour l'invitation. Je vais aller essayer de faire court vu l'heure, mais en effet, vous donner un peu, alors d'une part, toutes les initiatives et les projets que j'ai vus ce soir. Donc, c'était pas le but de refaire la même chose de ce qu'on a fait nous ici à Strasbourg, mais voilà, en effet, c'est bien inspirant de voir ce que tout le monde fait et d'aller chercher les idées des autres. Alors, hop, euh, alors, juste quelques chiffres pour resituer juste. Bon, on sait l'aviation 5% de gaz à effet de serre, le système de santé 8%. On parle beaucoup de l'aviation, de l'aéronautique, du train, mais pas beaucoup de la santé. Voilà, quelques chiffres pour les malades hospitalisés, parce qu'on parle beaucoup aussi de gaz à effet de serre, mais un malade hospitalisé entre la médecine et la chirurgie, mais c'est entre 400 et 1200 litres d'eau par jour. C'est 1,5 milliard de repas pour les établissements de santé. Sur le système de santé global, c'est 87 millions de transports sanitaires.
Donc, c'est voilà, plus d'un Français, quel que soit l'âge, va prendre un transport sanitaire. Et alors, pour les médicaments d'officine en ville, là, alors là, c'était un chiffre 14 000 tonnes. On arrive presque à 16 000 tonnes de médicaments en France qui sont prescrits en ville, pas à l'hôpital, qui se retrouvent à la poubelle. Jetés, c'est du gaspillage. Voilà, donc c'était juste un peu aussi pour resituer les chiffres et pourquoi on doit s'y intéresser. Alors voilà, on est persuadé qu'il doit falloir s'y intéresser. Soit on attend encore et on se dit, bah, tant que ça passe, on verra bien. Mais je pense que la marge va être très très haute, ou alors on commence tous à s'y mettre. Alors juste pour redéfinir un tout petit peu, en effet, ce soir, on est beaucoup de praticiens de parler d'éco-conception des soins ou d'éco-soins. Alors ce que je vous dirai juste après la diapo d'après, terme que je n'aime pas du tout. L'idée, c'est de partir du concept de l'industrie ou des services et de l'éco-conception d'un produit ou d'un service, donc de sa conception, sa fabrication, la distribution, l'utilisation et à la fin de vie, la valorisation. Eh bien, comment faire la même chose pour un soin? Ça a été rappelé tout à l'heure, la DGOS a bien dit que c'est un soin de qualité, de sécurité et de pertinence égale, mais qui doit être moins impactant pour l'environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir des analyses de cycle de vie de nos parcours de soins ou de nos soins, de la production, de la conception, de la distribution, de l'utilisation, et puis quand il y a des déchets, de la revalorisation. Voilà. Alors pourquoi j'aime pas ce terme? Parce qu'on parle d'éco-soins. Et en fait, moi, alors, je ne vais pas vous parler comment je suis rentré par une autre porte que l'écologie pure, mais par la pertinence. Et en fait, quand on parle d'énergie, on dit la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Eh bien, la meilleure soin, c'est celui qu'on ne fait pas. Et quand on parle d'éco-soins, on ne parle pas de tout ce qui est pour moi primordial aussi dans la conception. C'est un, la prévention. Bah, comment on va faire pour éviter que les malades soient malades. Deux, la pertinence. J'ai vu tout à l'heure des chiffres, en effet, sur le gaspillage, c'est une partie, hein, 20% à peu près au bloc opératoire, mais il y a aussi des rapports OCDE ou FHF qui disent que l'organisation du parcours de soins n'est pas pertinent dans 20 à 30% des cas. Alors, ça ne veut pas dire que le malade n'est pas malade et qu'il ne fallait pas le prendre en charge, mais l'organisation, le délai fait qu'il y a des redondances d'examen ou ce n'est pas été le bon spécialiste d'emblée, on est parti sur... Voilà, enfin, il y a plusieurs choses, mais en fait, la non-pertinence entraîne des actes qui pourraient être évités. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand on parle d'éco-soins, on oublie ces deux dimensions qui sont pour moi fondamentales. Et puis, une fois qu'on fait le soin, c'est en effet comment je l'organise pour qu'il soit le moins impactant. Alors, juste pour pas casser le moral de tout le monde, c'est qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est 18 items. Donc, en fait, quand on parle de gaz à effet de serre, on met qu'une phase du Rubik's Cube en phase. Il faudrait que les mette tous. Donc, c'est vrai qu'il y a usage unique, usage multiple, moins de gaz à effet de serre, mais plus d'eau. Où est-ce que je mets les curseurs? Voilà. Et donc, c'est un peu plus compliqué que juste un seul item. Alors très rapidement, pour vous parler de CERES, collectif d'éco-responsabilité en santé, en fait, moi je suis président aussi de l'Association française de chirurgie. J'ai été titillé par mes collègues anesthésistes qui ont été les pionniers au début sur les sujets. Et l'idée, c'était comment on regroupe toutes les sociétés savantes pour aller plus vite, plus loin. Donc on était, mais aussi avec les infirmières, les IBOD, les IAD, les patients avec France Asso Santé, 10 pour nous organiser en un collectif. Aujourd'hui, on est rejoint et on est pratiquement 24 sociétés savantes. L'idée, c'est de faire du partage d'expérience. C'est par là qu'on apprend. C'est ce qui est fait ce soir. Informer et former, faire des recommandations de bonnes pratiques. Donc voilà, donc avec les anesthésistes FS2H, on a parlé justement des tenues de bloc opératoire, les recommandations, comme quoi il n'y a pas de différence sur le plan hygiénique entre usage unique et usage multiple, et sur le plan écologique et sur le plan qualité de vie, c'est mieux le coton. On a fait des recommandations sur les économies d'énergie au bloc opératoire qui sont en cours de publication sur justement tous ces systèmes de mise en veille et tout ça pour essayer de faire des économies d'énergie. Et là, on est en train de travailler sur des recommandations sur des parcours de soins et justement de faire un parcours de soins, des ACV de parcours de soins complets sur la chirurgie colorectale et puis de voir en conventionnel, en RAC, voilà, pour essayer de voir différents types de conventions. Et puis des revues de la littérature.
Alors, où en est-on? Où en est-on? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus tout seul dans son coin à travailler depuis 18 mois, mais ça a été conclu en décembre 2023. Il y a une feuille de route nationale qui a été présentée de planification écologique du système de santé en décembre 2023, qui reprend, donc là, c'est le système de santé, donc qui reprend 8 dimensions. Les bâtiments et l'énergie, les produits de santé, les achats, les soins éco-responsables, les déchets, la formation, les mobilités et aussi le numérique en santé. Donc, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, du ministère de la Santé, télécharger la feuille de route. Voilà, donc vous avez tous les axes. Je vais juste un peu plus sur celle qui nous intéresse ce soir, sur les soins éco-responsables. Et bien justement, on a parlé de choses, de sobriété des prescriptions, de bonnes prescriptions, des prescriptions, en tout cas, c'est de la juste prescription. On a parlé des gaz anesthésiants, donc en effet, on a parlé de pertinence des soins, justement, suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour muscler la certification avec des sujets d'environnement. Voilà. Donc on a toute une partie qui se met en place. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Alors très rapidement, déjà des choses qui ont été faites. Une expérimentation pour le retraitement, le reprocessing, le retraitement de dispositifs médicaux à usage unique qui pourraient être dans des conditions. Alors, ce n'est pas de la restérilisation, si on remet en tout un circuit pour remettre un dispositif de nouveau en fonction. Donc, c'est comme si on faisait un nouvel outil. C'est fait en Europe, il y a un décret européen, il y avait un veto français, donc il y a une expérimentation qui va se mettre en place. Sur les transports, de passer sur le transport partagé comme norme et le transport individuel à l'exception. Sur les éco-soins, donc la DGOS a fait tout un recueil, c'était jusqu'au 30 avril, de toutes les initiatives. Je ne sais pas si vous y avez participé. Il va y avoir le 13 juin un retour. Il y en a 60 qui vont être présentés. Donc, ça va être des fiches pour que justement que les gens puissent aller chercher les bonnes idées des autres. L'HAS a annoncé, donc dans la feuille de route, là, elle a annoncé en début d'année que la prochaine certification 25-29, il y aura beaucoup plus d'items concernant l'impact environnemental des établissements de santé pour les certifier. La formation de la fonction publique hospitalière a débuté. Des mises en place de réflexions pour des éco-scores du médicament et du dispositif médicaux avec la DGE qui ont été débutées. Le numérique, il y a déjà un éco-score qui a été fait pour toutes les applications qui sont déjà alors, sur 3 items, hein, sur les gaz à effet de serre, sur l'eau et sur la terre. Voilà. Donc, quand une application va sur notre plateforme de la DNS, bien, en fait, maintenant, on a les scores. Et puis, pour finaliser, eh bien, il y avait eu la COP 28 là, en novembre. Et pour la première fois, il y a eu des sujets santé qui ont été abordés. C'est du coup sous l'impulsion de la France. Et à chaque COP, maintenant, il y aura des sujets santé qui seront abordés. Voilà, alors juste pour terminer, et juste pour ma petite pointe, moi personnelle, pour dire en fait, voilà, bon, vous l'avez tous vu, tous fait, je l'ai fait aussi, on l'a fait avec l'ensemble multidisciplinaire, multiprofessionnel chez nous. Mais en fait, de mes premières initiatives 2018, où j'avais la crainte que ça allait être difficile, en fait, non, c'est un vrai, là c'est le chef de service qui parle, c'est une vraie locomotive pour donner du sens aux gens. C'est un vrai, voilà, elles l'ont complètement pris en part, ça donne du sens, c'est une vraie locomotive. Donc, je dirais, pour moi, c'est une vraie opportunité. Elles sont hyper contentes maintenant. Bon, elles ont la possibilité d'apparaître dans des journaux, dans des choses, et donc c'est vraiment un vrai moteur. Et juste pour finir, du coup, il y a plein de choses qui s'entraînent. On a vu beaucoup quand même, hein, c'est pas pour nous féliciter, mais le bloc opératoire a beaucoup été quand même à l'initiative au niveau des établissements. Et puis après, il y a plein de choses qui se font, alors à Strasbourg, mais comme partout ailleurs, la restauration, sur l'énergie, sur la blanchisserie, sur des espaces verts, voilà, tout ça, ça se fait, ça se fait. Alors juste pour finir, j'ai commencé en les 5% d'aéronautique, où on parle beaucoup du train et de l'aéronautique et pas beaucoup de la santé. Vous prenez le TGV, vous avez des... Voilà. Moi, je rêve de voir des annonces à l'entrée de nos hôpitaux, voilà, pour soigner mieux en polluant moins, ou grands soins bas carbone, enfin voilà.
Eh bien, mes petits camarades l'ont fait à Toulouse. Voilà l'entrée du bloc à Toulouse. Et je vais m'inspirer, je vous dis que vous pouvez vous inspirer pour entrer au bloc opératoire du CHU de Toulouse. Ils sont engagés dans une démarche de développement durable. On prend soin de vous tout en soignant la planète. Ça doit devenir une marque d'entreprise de nos établissements. Bonsoir et merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. On ne vous entend pas. Je pense que vous êtes en mute. Ouais, on a dépassé largement le temps, mais votre conclusion était parfaite et c'est vrai que, bon, globalement, on sent que dans les hôpitaux, quelle que soit la discipline, il y a parfois une certaine démotivation des équipes, parfois un désinvestissement des équipes, et c'est incroyable. Mais cette dimension développement durable, transition écologique dans les blocs opératoires a créé un dynamisme, un travail de team et une locomotive, comme vous avez dit. Et ça, je pense que je pense pas qu'on pouvait l'imaginer il y a quelque temps. Donc, c'est extrêmement intéressant et je pense que tout le monde va pouvoir en bénéficier, dont finalement, évidemment, la planète. Euh, alors, euh, vu l'heure un peu tardive, j'aurais tendance à vous proposer deux choses, si vous êtes d'accord. Premièrement, à recenser toutes les questions. Il y a une vingtaine de questions au total. Et les questions, on va les distribuer aux intervenants et on va donner les réponses à l'ensemble des gens inscrits. Premier point. Le deuxième point, on a vu des expérimentations, mais aussi des difficultés à mettre en œuvre un certain nombre d'outils. Donc, si Dorothée Hénin et Hamza Labdi sont d'accord, moi je vous propose qu'on fasse un travail, mais assez rapidement quand même, de synthèse, donc plus que de synthèse de tout ce qui a été dit ce soir, pour faire un document avec les expériences, avec les solutions, avec les documents qui a été présenté par le professeur Pesso il y a 2 minutes, qui soient des outils vraiment pratiques pour mettre en œuvre dans nos différents blocs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des services qui sont très en avance, d'autres, je ne citerai pas certains établissements, où ben, les outils, les habillements, les vêtements de bloc sont jetables, les badigeons sont jetables, les instruments sont jetables, et ainsi de suite. Euh, donc, je pense que maintenant, il faut aider chacun des établissements, chacun des blocs de chirurgie, voilà, pour avancer le plus tôt possible, parce qu'on s'aperçoit il y a un engouement, il y a une volonté des uns et des autres. Donc voilà, je passe la parole à Hamza et Dorothée pour un peu voir l'idée, pour faire une conclusion définitive sur cette stratégie, s'ils en sont d'accord. Hamza. Non, ben, moi je vais être. Alors, je vous rejoins évidemment sur le fait qu'il faut vous faire déjà un retour. Déjà aussi, évidemment, vous remercier, vous dire bravo pour tout ce qui a été mis en place, vous faire un retour le plus opérationnel possible. Et c'est vrai que ce temps d'échange en particulier, est particulièrement précieux pour nous pour voilà, savoir comment orienter aussi notre accompagnement. Donc oui, bien sûr. En tout cas, déjà, se dire que la dynamique est lancée en Île-de-France grâce à vous. Merci et voilà, nous allons faire notre possible pour revenir vers vous. Évidemment, au moins pour compiler déjà tout ce qui a été dit, la richesse des solutions qui ont été évoquées aujourd'hui. Absolument. Un mot, Hamza, pour conclure. Oui, bah, en effet, je suis tout à fait en totale adéquation avec vous pour capitaliser sur cette démarche, cette dynamique-là et aller de l'avant sur ce sujet. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous tous, aux intervenants et aux participants. Et donc, à très bientôt, pour ne pas dire à demain. À très bientôt. Bonne Bonne soirée à soirée. tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.